j'appelle à la barre le représentant de cette communication collective. L'enquête normande fait de violences et armements défensifs à l'âge du bronze sur les pourtours de la Manche et de la mer du Nord à partir du dépôt de Bernières d'Ailly, dans le Calvados. Donc c'est une communication de Cyril Marcini, Emmanuel Guéquière, Emmanuel Leroy-Langelin et Vincent Riquier. Donc Cyril, je te laisse la parole. Donc ouais, je vais vous présenter une communication qui part d'un dépôt qui est bien connu, qui est le dépôt de casques de Bernières d'Ailly dans le Calvados. Je vais vous présenter rapidement ce qu'on a fait autour de ce dépôt. Et après, on va élargir la focale pour voir ce qui se passe à cette époque avec un questionnement qui était pour nous important, c'est savoir s'il y a des vraies guerres durant l'âge du bronze et à quel moment, quoi. Même si on y a beaucoup répondu hier. Donc d'abord le dépôt, hein, c'est un dépôt qui comporte 9 casques, peut-être 10, il y a une pièce qui ne semble pas recollée, hein, qui a été trouvée au 19e siècle. C'est un dépôt qui est mis en scène, hein. Il y a 3 piles de 3 casques, et l'ensemble est mis dans une espèce d'architecture en pierre, il y avait une dalle au-dessus. Donc voilà, il y a une vraie mise en scène autour de ce dépôt. On a essayé de retrouver l'emplacement du dépôt lors d'une première opération de terrain, qui a été un échec. Voilà, on a juste retrouvé un enclos de la fin du Hallstatt, début de l'Athènes ancienne. On devrait revenir sur le terrain dans les prochaines années pour explorer d'autres secteurs. On a un secteur avec des cercles ici qui pourrait être l'emplacement du dépôt, hein. Pour l'instant, on n'a travaillé que sur cette zone-là. En fait, on a des renseignements, hein. On sait dans le texte du 9e siècle que c'est sur le long de ce chemin-là, et on a une distance qui pourrait correspondre soit à ça, soit à ça. Le dépôt, le voici, hein. Donc les dessins tels qu'ils sont faits actuellement, hein. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sinon j'ai manqué de temps, hein, mais ça a déjà été présenté lors du colloque de Saint-Romain-en-Galles il y a quelques années, hein. Actuellement, on est en train de faire des scans 3D, hein, pour avoir des relevés de meilleure qualité de ces casques. C'est un programme qui est en cours. Pour l'instant, il y a un seul casque qui a été relevé. Les casques ont fait aussi l'objet d'une batterie d'analyses menée par Benoît Mille, à l'exception d'un des casques qui a été étudié par Anne. C'est celui qui est conservé en Italie. Le dépôt est éclaté, hein. Il y a des objets dans plusieurs musées. Les casques en eux-mêmes, leur fabrication est assez simple, entre guillemets, parce que c'est quand même un sacré boulot, hein. C'est 2 demi-coques assemblées, hein, dont le bord est replié, toujours dans le même sens, hein. Et vous avez 3 rivets coniques. Mince, il faut que je retourne en arrière, désolé. Vous avez 3 rivets coniques qui permettent de tenir l'ensemble. Ces rivets sont aussi des pièces complexes, hein, puisqu'en fait vous avez un rivet classique avec un petit chapeau qui vient se mettre dessus. C'est très caractéristique de ce type de casque. Voilà, puisque dans les casques qui sont un peu plus anciens, c'est une seule pièce qui est moulée pour faire ce rivet. Donc c'est un travail de spécialiste, hein. Vous avez entre 24 et 34 à 38 pièces pour constituer les casques, hein. Les casques les plus complexes présentent des ailettes sur les côtés qui devaient tenir des matériaux organiques. À l'intérieur des casques, vous avez des languettes, hein, pour tenir la partie en cuir ou en matériaux périssables. Plus intéressant dans le discours qu'on veut vous présenter ici, les casques, hein, sont entre guillemets standardisés. Ils ont une hauteur qui est assez stable et ils ont un diamètre, hein, qui varie. On a vraiment l'impression que ça a été fait pour des individus très particuliers, hein. Ils sont adaptés à ce qu'on appelle à la tête du client, hein. Donc voilà, c'est un élément assez important. Sur ces casques, vous avez des traces. Ce sont des casques qui ont servi, hein. Ce ne sont pas la question des casques d'apparat ou des casques qui ont servi ici ne pose pas de problème. On a des différents types de coups. Je vous présente que quelques exemples ici, mais on a des coups qui semblent être des coups tranchants, avec des choses qui rentrent vraiment de façon aiguë dans le casque, des réparations, des coups un peu plus mousse, hein. Donc voilà, il y a différents types de traces, hein, qui montrent que c'est des casques qui ont été utilisés. Ces casques, ils appartiennent à une famille, hein, qui est bien identifiée, hein. Ce sont les casques à crête, hein, qui semblent plutôt être réservés à la zone atlantique, hein. Je vous mets quelques exemples ici, hein. Armancourt, hein, qui est tout à fait similaire. Celui du musée de Nemours est un peu différent, il a été beaucoup rafistolé, on ne sait pas sa forme d'origine. Là, c'est vraiment de la restauration, il y a très peu de métal, en fait, quand on l'a radiographié. Celui de l'Ariado Elba en Espagne, hein, qui a été trouvé dans une épave ou un dépôt aquatique, hein.
et puis les éléments qu'on trouve sur les stèles d'Estrémadure. Donc à partir de ce dépôt, hein, nous on est parti dans le cadre de l'étude sur un questionnement qui était super simple. Puisqu'on avait des casques, c'est qu'on pensait qu'il y avait vraiment de la bagarre à l'époque. Et s'il y a des équipements standardisés, c'est qu'il y a probablement une armée, voire du mercenariat. Donc c'était notre question d'origine, en fait, essayer de voir s'il y a vraiment des guerres. Et donc on est parti sur l'analyse à tout va de plusieurs indicateurs pour essayer d'explorer justement cette notion de guerre entre les deuxièmes et les premiers millénaires avant notre ère, en prenant des indicateurs qui sont hyper classiques, forcément, l'armement défensif ou offensif, les violences interpersonnelles, les champs de bataille, etc., l'iconographie rupestre tout sur bloc, les structures d'habitat pour finir. Donc ce sont toutes ces pistes qu'on a essayé d'explorer à l'échelle de l'Europe. Je vais tout de suite botter en touche pour ce qui est de l'armement offensif, en tout cas avec les épées, ça a été largement montré dans la communication juste avant. Juste montrer que forcément il y a de plus en plus d'épées, plus on va avancer dans le bronze final. Ça a été bien expliqué tout à l'heure. Les casques, donc notre première entrée, donc on se rend compte que ces casques appartiennent à des entités qu'on peut dire culturelles. En tout cas, il y a des panoplies qui se dessinent assez bien avec les casques, qui montrent différents groupes. D'abord, mince, j'arrive pas à le bouton rouge. D'abord très centre-européen, et puis on a l'impression que ça déborde un peu plus entre les 12e et 11e siècles sur la façade atlantique. Et puis tout ça va se résorber à la fin de l'âge du bronze, où on n'aura plus que des casques, en tout cas métalliques, dans la région villanovienne ou un petit peu dans le centre de l'Europe. Le casque villanovien, il est assez intéressant. Quand on regarde, c'est une sorte de synthèse entre les casques qui existent avant. On a à la fois le casque centre-européen ici, le casque à crête atlantique, et les trois rivets sont conservés aussi, ceux qu'on a sur les casques atlantiques, sauf qu'ici, ils sont pas du tout, ils ne servent pas à maintenir le casque, puisque en fait, c'est une plaque généralement qui est rivetée. Les boucliers, là aussi, ce sont des objets trouvés en dépôt, essentiellement. C'est le cas aussi pour pas mal de casques. Donc quelques exemples, juste pour vous montrer les types de boucliers. Les boucliers ont servi, comme les casques, c'est des choses qui ont été utilisées, en tout cas pour ceux qui sont les mieux conservés. On voit très bien les traces de coups divers, pointes de lance, fragments d'épée, coups d'épée, coups de pique, etc. etc. Au niveau cartographie, on retrouve une distribution qui est assez, sans être strictement similaire, puisqu'on l'évoquera tout à l'heure, on a du mal à dresser les panoplies, mais on se rend compte que voilà, ça occupe, encore raté, ça occupe plutôt le centre de l'Europe, et puis peu à peu, ça va venir déborder sur la zone atlantique, et puis après, retourner dans le sud de l'Europe. On a peut-être des objets qui permettraient de compléter ces cartes. Donc c'est une idée, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Ça peut être soumis à discussion. Peut-être que certaines phallaires, en tout cas ce qu'on met en typologie en phallaire, pourraient être des cardiophylaxes qui apparaîtraient du coup avant l'âge du fer, qu'on pourrait avoir à l'âge du bronze. Celui-ci il est assez intéressant, je ne sais pas me tromper cette fois-ci. Voilà, on retrouve des traces de coups sur cette phallaire. Donc si on considère que certains de ces objets pourraient être des cardiophylaxes, ça permettrait de compléter nos cartes, en particulier dans les zones où il n'y a pas de bouclier. Les cuirasses, donc là aussi, on s'est découvert en dépôt pour la très grande majorité. Là aussi, objets utilisés. Je vous ai mis qu'un seul exemple. On a d'autres traces sur certaines cuirasses. Même si c'est plus compliqué sur les cuirasses, c'est des objets qui sont plus difficiles à lire. Là, la distribution est un petit peu différente, très méditerranéenne au départ, et puis ça va venir peu à peu venir sur l'Europe, avec la fin de la période où là, on manque énormément de pièces pour voir ce qui se passe, sauf si on accepte l'idée du cardiophylaxe. Les cnémides, ça ne parle pas beaucoup plus, on vous les met juste comme ça pour illustrer, avec là aussi des traces sur certaines cnémides, donc là aussi des objets qui ont servi. La question de la panoplie, elle nous intéressait, puisque comme on était parti sur essayer de tenter de lire la présence d'armées, on voulait avoir des panoplies par région, et on s'est heurté au problème qu'a tout le monde, c'est-à-dire que ces objets, vu qu'ils sont déposés en dépôt, il y a des choix qui sont opérés dans la matière de déposer. Et donc on a des zones où on va plutôt avoir des dépôts de boucliers, des zones où on aura plutôt des dépôts de cuirasses, des zones où on aura plutôt les casques, etc. Donc on a du mal à recouper l'information pour avoir des panoplies complètes. Heureusement, il y a
Il y a les gravures sur bloc qui nous permettent d'approcher un tout petit peu cette question de la panoplie, avec les stèles d'Estrémadour, qui montrent des panoplies pas complètes, mais quasiment. On retrouve les casques, les boucliers, même l'armement, les épées, etc., des fibules. Donc voilà, on peut s'approcher un peu des panoplies. Ces blocs, ils sont aussi intéressants parce qu'ils permettent de compléter notre vision de ces guerriers avec les choses qu'on ne trouve pas. Les chars, par exemple. Donc on connaît quelques pièces, mais sur ces stèles d'Estrémadour, voilà, on retrouve du char, des choses qu'on n'arrive pas à lire autrement. Ça renvoie aussi à ce qu'on connaît en Suède, voilà, avec aussi des chars parfois en position, qui montrent des scènes de combat. En tout cas, on peut les interpréter comme ça. Sur ces figurations en Suède, on se rend compte d'ailleurs que la plupart du temps, c'est autour des 11e, 10e siècles qu'on a les scènes de combat, plus particulièrement, en tout cas pour ce qui est accepté en chronologie actuellement. J'en viens à mon dernier indicateur, toujours dans cette idée de lire les phénomènes de guerre. Si on prend les violences interpersonnelles, là aussi on a quelques éléments, c'est rare, ça ne prétend pas du tout à l'exhaustivité ce qu'on a fait. On a essayé de rassembler le maximum de documentation, mais c'est possible qu'il y ait des sites qui nous aient échappé. En tout cas, voilà pour la première phase, celle qui couvre la deuxième partie du Bronze Ancien. Donc quelques traces sur certains sites qui sont bien connus, mais voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de traces de violence à cette époque-là. On est très proche de ce qui a été présenté par exemple par Philippe Lefranc hier, avec plutôt des fosses communes. Ça peut rappeler un petit peu ce qu'on a dans le Rubanais, sauf que les traces de violence sont beaucoup moins gore à l'âge du bronze. Il n'y a pas de fractures violentes sur les corps. On avance un peu dans le temps. Là, on commence à avoir des choses un peu plus denses dans le centre de l'Europe. Ça se recoupe assez bien avec l'évolution qu'on voit à travers l'armement. C'est plutôt cette zone-là qui est concernée dans un premier temps. Puis un peu partout, à la fin de notre séquence, où on retrouve à la fois des zones avec des violences interpersonnelles et puis des corps parfois sur certains sites de hauteur ou des traces de combat sur certains sites de hauteur. C'est ce qu'on a représenté avec nos petites tours. C'est parmi ces sites, on peut retourner un tout petit peu en arrière. Parmi ces sites, bien entendu, c'est celui de Tolensee, qui est maintenant le plus connu. Celui de Sund est aussi très intéressant. Il présente le même type de champ de bataille, entre guillemets. Donc je vous remets juste Tolensee comme ça pour mémoire, et surtout pour vous montrer qu'on a tout l'armement qu'on ne trouve pas sur ce site. Voilà, je vous ai présenté assez rapidement ce qu'on peut trouver en matière d'équipement, mais il faut bien penser qu'il y a toute une partie de la panoplie qui nous échappe totalement, que ce soit des cuirasses, des tenues uniquement en cuir, ou des objets contendants en bois. Ça renvoie à une autre découverte qui coupe plutôt le Bronze Ancien, que je vous présenterai en fin d'après-midi, qui est celle d'Alizé, où on a aussi un combat beaucoup moins dense que celui de Tolensee, mais qui est en lien avec un cours d'eau, comme à Tolensee. Ça renvoie à une question qui a aussi été évoquée tout à l'heure, c'est celle des armes dans les eaux. Donc je vous remets le livre d'Alain Testard, qui proposait de lire ces armes dans les eaux d'une manière un peu différente. L'idée n'est pas à rejeter complètement, je pense. Il n'y a pas que de la charge symbolique avec les épées dans les eaux. L'idée de possible combat à proximité des cours d'eau doit pouvoir être évoquée en partie, surtout si on regarde et qu'on élargit un peu la focale chronologique sur ce qui se fait en matière de détection actuellement dans les cours d'eau. Je n'ai pas trié, c'est les premières images qui viennent lorsqu'on regarde ce qui est trouvé dans les cours d'eau actuellement lors de la pêche à l'aimant. C'est de l'armement uniquement. Voilà. Et je pense que là, il n'y a pas de charge symbolique. Les mecs qui pillent les cours d'eau actuellement avec la pêche à l'aimant savent qu'il faut chercher les passages à gué, les ponts, et ils trouveront de l'armement, toutes périodes confondues. Voilà, et là, c'est assez récent ce que je vous ai mis, parce que du coup, je n'ai pas trié, mais on peut avoir de l'armement 18e, etc. Donc, c'est des lieux où on jette l'arme, voilà, aussi. Donc, je vous reprends une carte qui rappelle celle qu'on vient de voir, en beaucoup moins belle tout à l'heure. Donc, si on considère qu'il y a quelques-uns de ces points qui correspondent à des combats près des cours d'eau, on aurait beaucoup de zones de combat potentielles, en fait, à partir du bronze final et surtout à la fin du bronze final.
ça me renvoie vers justement ces problèmes de zones de combat. Hein. Je vous remets deux sites qui sont maintenant assez bien connus, qui ont été publiés, pour montrer que voilà, il y a vraiment au Bronze-Final, il y a des combats, il y a des guerres. Voilà. Les fortifications font partie de ces éléments justement pour aller pister ce qui se passe en matière de guerre. Si on prend la chronologie française, et là, on se rend bien compte voilà, des sites de hauteur qui se développent largement au cours du Bronze-Final, de la fin du Bronze-Final. Mais c'est quelque chose qu'on connaît à large échelle dans toute l'Europe, avec là aussi un gradient. On va avoir les premières fortifications qui vont plutôt être dans la zone centrale de l'Europe, puis ça va venir sur la zone atlantique. Donc on retrouve le même type de gradient que ce qu'on a avec les armes. Donc voilà, c'était juste, je vais conclure sur différents aspects. Ouais, ça devrait tenir si j'accélère un peu. Sur ma question d'origine, qui est celle de la guerre et de l'armée. Donc à partir de quelques éléments qui valent ce qu'ils valent, c'est quelques pistes. Donc tout d'abord, l'innovation de l'âge du bronze, c'est vraiment l'épée. Voilà, le combat au corps à corps qui puise ses racines dans la fin du néolithique, mais qui va se développer pleinement au cours de l'âge du bronze. Une sorte de perte d'anonymat en fait dans la guerre. Le guerrier, en tout cas le porteur d'épée, trouve du coup un statut assez important dans la société, probablement au début assez idéalisé, c'est ce qu'on a vu avec les images tout à l'heure pour le bronze ancien. L'épée n'est pas forcément opérationnelle, elle représente des individus qui sont des élites, qui gardent encore d'ailleurs pas mal de traits du guerrier chasseur, on trouve les pointes de flèche avec des choses comme ça. Et puis peu à peu, cette idée va glisser, on va avoir apparaître au cours du deuxième millénaire les spécialistes de la guerre, même si les élites, en tout cas certaines, continueront de se référer au symbolisme du chasseur avec les pointes de flèche. Cette forme de spécialisation, parce que c'est une spécialisation, l'apparition du guerrier, semble vraiment se développer, commencer à se développer autour du 14e, 13e, mais va devenir très très dense à partir des 13e et 12e siècles. Donc à une période qu'on connaît bien lorsqu'on se projette un peu sur le monde méditerranéen, il se passe pas mal de choses et ce qui se passe dans le monde méditerranéen doit probablement influencer ce qui se passe jusque sur la façade atlantique, quoi. Donc ça me renvoie à mes deux questions d'origine. Y a-t-il des guerres avant la naissance de l'État en Europe? Parce que c'est une question importante. On a un peu botté en touche hier en disant voilà, il y a des guerres avant la naissance de l'État, mais il faut voir ce qu'on met exactement sous le terme de guerre. Et surtout, peut-on parler d'une organisation militaire à l'âge du bronze? Donc pour ce qui est de la guerre, les raisons d'une guerre, d'un conflit, ont été évoquées aussi, je vais pas insister là-dessus. Juste garder en tête qu'on est vraiment sur une forme de violence collective et qui implique des groupes qui sont un peu plus importants que ce qu'on a durant le néolithique. Un des éléments qu'il ne faut pas oublier en fait, et qui a été un peu réhabilité par Bruno Boulestin lors d'un article publié cette année, c'est la Fed, en fait, la vendetta, si on veut prendre un terme corse, mais c'est assez spécifique à la Corse. Mais cette histoire de vengeance par le sang, c'est sûrement quelque chose qui est très important, qu'il faut avoir en tête. On a l'impression pour l'instant que ce phénomène de Fed pourrait plutôt concerner les premiers temps en fait, de l'âge du bronze, où il y a des petits groupes qui règlent des comptes, avec des déplacements de population d'ailleurs dans certains cas. Les conflits un peu plus sérieux, entre guillemets, en tout cas des choses qui impliquent des spécialistes, apparaîtraient plutôt vers le XIIIe siècle. C'est là que nous, on aurait tendance à dire qu'on a vraiment des guerres au sens strict avec des hommes en armes, des armées qui s'affrontent, pas forcément de très grosse taille non plus, mais en tout cas voilà. Si on prend tous les éléments qu'on vient de voir et qu'on les corrèle et qu'on essaie d'y lire une spécialisation du guerrier, c'est autour du XIIIe qu'on aurait ces éléments-là. Ça me renvoie sur la dernière question, celle de l'organisation militaire. Est-ce qu'on a une forme d'organisation militaire? Là, c'est beaucoup plus difficile de répondre à cette question. Il manque énormément de choses. Les traces archéologiques causent peu. Et on a plein d'éléments qui ne laisseront pas de traces. On a vu rapidement les chars ou les bateaux. C'est des choses qu'on ne trouve pas. Donc, on manque de données, en tout cas pour l'instant. Les seuls qu'on a, c'est les équipements militaires, les panoplies. Non, ça devrait tourner.
Et c'est ces panoplies-là qu'il faut essayer de dresser maintenant et d'interroger un peu mieux, quoi. Donc voilà, je vais laisser là-dessus. Autre élément important justement pour ces histoires de militaires et de logistique autour de l'armée, les éléments qu'on peut aussi aller chercher, ce sont les armes en bois, les armes d'entraînement. Car à partir du moment où il y a entraînement, il y a initiation à la guerre. Et donc c'est quelque chose qu'il faut aussi aller pister. Ça ne couvre pas toutes les régions d'Europe, mais voilà, on a quelques éléments maintenant, quelques pièces. Donc je reviens sur mon Bernard Dailly pour finir, en 1 minute. Voilà. Si on accepte qu'il y a vraiment des guerres, comme on en connaîtra durant le reste de la proto-histoire, à partir de la deuxième partie du bronze final, on peut lire le dépôt de Bernard Dailly un peu autrement que ce qu'on a fait pour l'instant, avec 2 hypothèses principales en fait, qui sont hyper basiques, on ne révolutionne rien. Soit l'hypothèse du trophée, tel qu'on le connaît en Grèce, mais tel qu'il est évoqué aussi par exemple sur l'Athènes en Suisse. Ça renvoie d'ailleurs à ce qu'on peut trouver dans les cours d'eau. Pourquoi pas mettre des grands trophées avec plein d'épées le long des cours d'eau, et ça expliquerait pourquoi on a beaucoup d'épées ou de pièces liées à l'armement, lances, etc. dans les cours d'eau. Ce qui renvoie un petit peu à une charge symbolique, mais aussi à la guerre. Ou alors le mémorial, c'était notre idée principale quand on a débuté les travaux de terrain, en tout cas à Bernard Dailly. On voulait retrouver le monument pour voir quelle était la nature de ce monument, et savoir si on avait affaire plutôt à quelque chose qui serait un trophée ou plutôt un mémorial. Maintenant, il faut qu'on retourne sur le terrain pour vraiment essayer de sortir cette fosse qui doit se voir, parce qu'il y a une architecture en pierre, donc on devrait pouvoir le retrouver. C'est ce qu'on fera dans les prochaines années. Voilà. Et pour finir, voilà, je pense qu'il y a une vraie problématique à mettre en place sur la polémologie. C'est pas assez poussé en France. Il y a toute une littérature anglo-saxonne qui a été évoquée par plusieurs personnes. En France, on n'a pas ça, et surtout on n'a pas la vision diachronique qui permettrait vraiment de comprendre ce à quoi on a affaire. Il faut élargir la focale chronologique et faire des comparaisons de la préhistoire jusqu'à la fin de la protohistoire.